Il existe des tournages qui, aujourd'hui, seraient complètement interdits, annulés, et qui provoqueraient un scandale mondial. Je n'exagère pas le moins du monde, je parle de faits empiriques. Des tournages marqués par une guerre civile, avec des blessés graves, de réelles tentatives d'assassinat, des attaques de lions ayant fait plus de 70 blessés sur le plateau, un acteur tirant sur des figurants, et le réalisateur le menaçant de mort. Mais rassurez-vous, ce n'est que le début. Après cela, vous ne verrez plus vos films préférés de la même manière. Le plus frappant, c'est que nous ne parlons pas d'accidents, mais de tournages qui étaient déjà un délire en soi. Des réalisateurs qui ont décidé de filmer en pleine guerre réelle, utilisant d'authentiques cadavres humains, achetés à des pilleurs de tombes pour décorer le plateau, pendant que le protagoniste faisait un infarctus et que le réalisateur menaçait de se tirer une balle s'il ne parvenait pas à terminer son chef-d'œuvre. Préparez-vous, car aujourd'hui, vous allez voir ce qu'un génie tourmenté est capable de faire pour mener à bien son œuvre. Rien ne surpasse cela. Roar, sorti en 1981, est de loin le tournage le plus dangereux de l'histoire. Il a été promu avec un slogan terrifiant. Aucun animal n'a été blessé dans ce film. 70 personnes l'ont été. Tout a commencé lorsque le producteur Noel Marshall et son épouse, Tippi Hedren, ont visité l'Afrique en 1969. Après avoir vu une maison occupée par des lions, ils ont décidé de tourner un film pour sensibiliser à leur protection. En essayant de louer des animaux à Hollywood, les experts ont été catégoriques. C'était impossible. La solution du couple a été d'élever ses propres lions. Ils ont commencé avec un lionceau dans leur maison et ont fini dans un ranch en Californie, avec 150 grands félins sans aucun entraînement ni mesure de sécurité. Ce qui devait être un tournage de 6 mois s'est transformé en un calvaire de 11 ans. Marshall ne voulait pas d'animaux dressés, il voulait un comportement naturel. Le problème était que le comportement naturel d'un lion de 200 kg est de chasser. Il n'y a pas eu de mort par miracle, mais les blessés étaient si constants et si brutaux que cela semble irréel. Jean Debon, le directeur de la photographie, a été attaqué par un lion qui lui a littéralement arraché le cuir chevelu. Il a reçu 220 points de suture et, après s'être rétabli, est revenu sur le plateau pour terminer le film. Mélanie Griffith, la fille de Tippi, a subi une attaque par derrière. Les griffes lui ont déchiré la joue et le front. Cette prise est dans le film. La terreur sur son visage est réelle. Elle a eu besoin de 50 points de suture et d'une chirurgie reconstructrice. Noel Marshall lui-même a été mordu plus de 11 fois. À une occasion, un lion lui a traversé la main avec ses crocs et il a refusé d'aller à l'hôpital. Il a développé une gangrène si grave qu'ils ont failli lui amputer le bras. Tippi Hedren n'a pas eu plus de chance. Un éléphant lui a brisé la cheville et, après des morsures au cou, une infection par staphylocoque a failli lui faire perdre une jambe. Comme si les lions ne suffisaient pas, le tournage a subi des catastrophes dignes d'une malédiction. En 1978, une inondation massive a rompu un barrage, détruit les décors, tué plusieurs lions et fait perdre une grande partie des images. Peu après, un incendie de forêt a frappé la zone et Marshall a dû évacuer les félins, alors que les flammes entouraient le ranch. Ces désastres ont étiré le tournage de 5 à 11 ans. Comment cela a-t-il été permis ? Marshall et Hedren ont investi leur fortune, 17 millions de dollars, s'octroyant un contrôle total sans supervision. En tournant dans leur ranch privé, ils opéraient loin des syndicats. Marshall a interdit les dresseurs, sous prétexte que les animaux devaient agir par amour. Chaque fois qu'un lion blessait quelqu'un, Marshall appliquait une logique de secte « l'animal ne fait que jouer » ou « tu as projeté ta peur ». Le film fut un échec absolu. Marshall et Hedren ont divorcé, et Tippi a admis des années plus tard que Roar était la plus grande stupidité de sa vie, regrettant d'avoir mis en péril la vie de ses enfants pour un délire artistique. Tippi a consacré le reste de sa vie à sauver des félins au sein de sa fondation Shambhala Preserve, mais a strictement interdit tout contact direct entre les humains et les animaux. Sur le tournage de Shining, Stanley Kubrick ne cherchait pas seulement la perfection technique. Il a franchi une ligne éthique absolument inacceptable. Kubrick a décidé que, pour que la peur de Wendy Torrance soit réelle, l'actrice Shelley Duvall devait vivre un véritable calvaire. Il ne voulait pas d'une performance, il voulait un effondrement nerveux documenté. Durant les 13 mois de tournage, Kubrick a totalement isolé Duvall. Il a formellement interdit à l'équipe de sympathiser avec elle. Personne ne pouvait l'encourager, la féliciter ou être aimable. Elle devait se sentir seule, rejetée et constamment attaquée. Le réalisateur l'humiliait devant tout le monde, hurlant qu'elle faisait perdre du temps aux autres et que son talent était médiocre. La scène mythique de l'escalier, où Wendy monte en pleurant tout en brandissant une batte de baseball, détient aujourd'hui un record Guinness de cruauté. Kubrick a forcé Duvall à la répéter 127 fois. À la fin de la journée, l'actrice avait les mains à vif, à force de serrer la batte, et n'avait plus de voix après avoir tant crié.
Ses yeux étaient en permanence rouges à cause des vrais pleurs. Le stress fut si dévastateur que son corps commença à lâcher. Ses cheveux tombaient par poignées. Des mois plus tard, à la fin de la production, Duvall a remis à Kubrick un sac contenant ses propres cheveux pour qu'il voie physiquement les dommages qu'il lui avait causés. Mais la torture n'était pas seulement psychologique. À cause du stress post-traumatique, Duvall a développé des troubles de l'anxiété physique graves, avec des crises de panique et de l'asthme chronique. Son corps ne distinguait plus la terreur du scénario de la réalité du plateau. Kubrick, loin de s'apitoyer, profitait de ces crises pour filmer, affirmant que cet état donnait au film le bon look. Même les plus vétérans ont souffert. Scatman Crothers, qui jouait le cuisinier, a failli s'effondrer à 70 ans quand Kubrick l'a forcé à répéter une prise de dialogue 148 fois. L'acteur a fini par pleurer de pure frustration et d'épuisement, criant son désespoir. C'est à ce moment que Jack Nicholson lui-même, qui tenait habituellement le rythme, a dû intervenir physiquement pour exiger que Kubrick cesse d'être aussi cruel avec le vieil homme. Même le plateau a semblé se rebeller. L'immense décor de l'hôtel Overlook a fini par prendre feu à cause de la chaleur des projecteurs. Le plus inquiétant reste cette photo de l'époque. Alors que le décor partait en cendres et que l'équipe courait désespérément, on voit Kubrick assis devant les ruines, en train de rire. Le fait que Shelley Duvall ait été nommée pour le prix de la pire actrice est une raison suffisante pour fermer cette institution dégoûtante et nous rappelle que la presse, les médias et maintenant les réseaux sociaux ne sont que des ordures sans âme. Shining est un chef-d'œuvre, mais le prix à payer fut la santé mentale d'une femme traitée de manière inhumaine. Étonnamment, l'actrice n'a gardé aucune rancœur envers Stanley Kubrick et n'a rien regretté. Comme l'a dit Duvall des années plus tard, « Je ne changerai cela pour rien au monde, mais je ne le referai pour tout l'argent du monde. » Si vous pensiez que l'histoire des lions était folle, ce qu'a vécu Jim Caviezel sur le tournage de La Passion du Christ frise le sadisme. Mel Gibson ne cherchait pas une représentation artistique. Il voulait un réalisme viscéral, qui a failli coûter la vie à son protagoniste. Caviezel n'a pas eu à jouer la douleur. Il l'a vécu à chaque seconde de film. Lors de la célèbre scène de la flagellation, le réalisme a dérapé. Les soldats romains devaient frapper un poteau protecteur, mais à 2 reprises, le fouet a directement frappé le dos de Caviezel. Le résultat fut une plaie ouverte de 35 cm et un choc systémique qui l'a laissé sans souffle. Mais ce n'était que le début. Le tournage s'est déroulé en plein hiver italien, avec des températures négatives. Caviezel passait des heures presque nu, suspendu à la croix, souffrant d'une hypothermie sévère qui l'empêchait d'articuler. Son corps était tellement à bout qu'il a développé une infection pulmonaire et une pneumonie qui ont failli le tuer. Cependant, le moment le plus surréaliste et terrifiant s'est produit lors du sermon sur la montagne. La foudre a frappé directement Caviezel, carbonisant une partie de ses cheveux et sortant par ses doigts. Le plus incroyable est que l'éclair ne l'a pas seulement touché lui, mais aussi l'assistant réalisateur, Jeanne Michelini, pour la 2e fois sur le même tournage. L'équipe a décrit avoir vu Caviezel illuminé comme une ampoule avant de tomber au sol. À la fin du film, le corps de Caviezel était brisé. Il a subi une luxation de l'épaule en portant la croix de 70 kg, des coupures profondes, une hypothermie et a finalement dû subir une chirurgie à cœur ouvert en raison du stress physique extrême auquel il a été soumis. L'acteur a confessé que durant le tournage, il avait ressenti des expériences mystiques liées à Dieu et à Jésus-Christ, et que cela avait changé sa vie, réaffirmant sa foi et ses convictions. Nous arrivons au poste le plus tragique, car le tournage de Stalker a coûté la vie au réalisateur Andrei Tarkovsky, à sa femme Larissa Tarkovskaya et à l'acteur principal Anatoly Solonitsyn. Ils ne sont pas morts sur le plateau, mais c'est le plateau qui les a tués. Le tournage a dû être déplacé en Estonie, près de Tallinn, après qu'un tremblement de terre a détruit le lieu d'origine au Tadjikistan. Tarkovsky a trouvé ce qui semblait être le décor parfait pour une zone post-apocalyptique, une centrale hydroélectrique abandonnée et une ancienne usine chimique. Ce fut la plus grande erreur de sa vie. L'équipe a passé des mois à filmer dans la rivière qui passait à côté de l'usine. L'eau était contaminée par des rejets chimiques mortels, provenant d'une usine de cellulose située en amont. Dans plusieurs plans du film, on peut voir une mousse blanche et épaisse flotter sur l'eau. Ce n'étaient là pas des effets spéciaux, mais de réels résidus toxiques que l'équipe respirait et touchait quotidiennement. Il a même neigé de la poussière chimique blanche pendant le tournage. Les conséquences furent dévastatrices et silencieuses. Quelques années après avoir terminé le film, l'acteur principal, Anatoly Solonitsyn, est mort d'un cancer du poumon. En 1986, Andrei Tarkovsky lui-même est décédé d'un cancer du poumon à l'âge de 54 ans. Et quelques années plus tard, son épouse, Larissa Tarkovskaya, est morte également d'un cancer du poumon. Le problème n'était pas seulement l'environnement extrêmement toxique, mais le fait que tout le tournage fut un désastre absolu qui a prolongé le processus bien plus que de raison. Tarkovsky a filmé pendant une année entière en utilisant une nouvelle pellicule expérimentale de Kodak, la 5247. Lorsqu'ils ont envoyé les négatifs à Moscou pour le développement, toute la pellicule est ressortie noire. Ils avaient brûlé, ou le laboratoire avait commis une erreur catastrophique. 1 an de travail et des millions de roubles ont été perdus. Tarkovsky a fait une dépression nerveuse, mais au lieu de renoncer,
il a décidé de retourner le film de zéro, au même endroit toxique, condamnant l'équipe à une 2e année d'exposition chimique. Le tournage était si tendu que le directeur de la photographie originale a démissionné après une violente dispute avec Tarkovsky. Et à cause d'un stress extrême, Andrei a fait une crise cardiaque peu après la fin du tournage, ce qui a affaibli sa santé, des années avant l'apparition du cancer. Stalker n'est pas seulement un chef-d'œuvre de la science-fiction, c'est le testament d'une équipe qui a donné sa vie, littéralement, pour la vision d'un réalisateur qui n'acceptait pas de non comme réponse. Il y a une scène célèbre où l'on voit un calendrier dans l'eau. La date restée visible est le 26 avril, le jour même où se produirait la catastrophe de Tchernobyl 7 ans plus tard. Un présage insolite qui consolide ce tournage comme un jalon tragique et légendaire. Aguirre, la colère de Dieu, est probablement le tournage le plus extrême de l'histoire. Werner Herzog a décidé que la seule façon de filmer la folie était de s'y immerger. Il a emmené 450 personnes au plus profond de l'Amazonie, sans médecin, sans hôtel et avec une caméra qu'il avait lui-même volée dans une école de cinéma à Munich. Si une vipère vous mordait, vous étiez mort. Il n'y avait aucun contact avec le monde extérieur. Il mangeait du riz avec des vers et ce qu'il pouvait chasser. Mais le vrai danger n'était pas la jungle. C'était le psychopathe Klaus Kinski. À une occasion, l'acteur, agacé par le bruit que faisaient les figurants en jouant aux cartes dans une cabane, a saisi un Winchester et a tiré 3 fois contre le mur. L'un des coups de feu a emporté le bout du doigt d'un figurant. Ce fut un miracle qu'il n'y ait pas eu de massacre. Herzog, au lieu d'arrêter le tournage, a simplement confisqué l'arme et a continué de filmer. Mais le moment légendaire s'est produit quand Klaus Kinski, excédé par les conditions extrêmes, a menacé de quitter le tournage. Herzog savait que si sa star partait, le film mourrait. Selon la légende, confirmée par le réalisateur lui-même, Herzog s'est approché de Klaus avec un pistolet et lui a dit avec un calme absolu « J'ai un fusil. Si tu pars, tu recevras 8 balles dans la tête. Et la 9e sera pour moi. » Kinski, qui était un maniaque mais pas un imbécile, a vu les yeux d'Herzog et a su qu'il ne plaisantait pas. Il a terminé le film sous une menace de mort réelle. Dans une scène, les radeaux restent coincés dans un remous géant. Ce n'était pas dans le scénario. Les radeaux sont réellement restés bloqués dans une zone de courant dangereux pendant des jours. Herzog, au lieu de demander un secours immédiat, en a profité pour continuer de filmer la panique réelle des acteurs. Au final, ils ont dû être secourus par des indigènes locaux qui connaissaient la rivière, mais ils ont failli mourir noyés ou écrasés contre les rochers. Et pour clore cette histoire, voici la touche finale délirante. Pour la fin du film, Herzog avait besoin de centaines de singes. Il a acheté 400 Saïmiris à des trafiquants locaux. Le problème fut que les singes ont commencé à mordre tout le monde et à s'échapper partout sur le bateau. Klaus, dans l'un de ses accès de rage, a tenté d'en tuer plusieurs. Herzog a terminé le tournage seul, caméra au point, entouré de singes qui lui urinèrent dessus et d'un acteur qui ne savait plus s'il était un comédien ou Aguirre lui-même. Ce tournage a marqué un avant et un après dans l'histoire du cinéma. Jamais rien d'aussi extrême n'avait été fait pour filmer une œuvre. Et c'est ce qui a inspiré Apocalypse Now. Ce qui devait être un tournage de 4 mois dans les jungles des Philippines s'est transformé en une guerre civile de presque 2 ans. Francis Ford Coppola n'a pas seulement risqué sa carrière, mais sa santé mentale et toute sa fortune personnelle dans un projet qui semblait voué au désastre total. Pour commencer, Coppola a passé un accord avec le dictateur Ferdinand Marcos pour utiliser de vrais hélicoptères militaires de l'armée philippine. Le problème est que le pays était en pleine guerre civile contre des guérillas rebelles. À la moitié d'une prise, les pilotes recevaient des ordres par radio et abandonnaient le plateau avec les hélicoptères armés pour aller combattre et bombarder des rebelles communistes à quelques kilomètres de là. Les acteurs voyaient les machines de guerre s'éloigner de la fiction pour entrer dans le combat réel et revenir avec du sang et des impacts de balles. Mais si l'environnement était une guerre, le plateau était un asile. Dennis Hopper consommait constamment de la drogue et subissait des crises psychotiques. Et le protagoniste original, Harvey Keitel, a été renvoyé après quelques semaines. Il fut remplacé par Martin Sheen, arrivé sur le plateau dans un état physique et mental lamentable. Dans la célèbre scène initiale de l'hôtel, Sheen était réellement ivre. Dans un accès de haine envers lui-même, il a frappé un vrai miroir, s'est coupé la main et, couvert de sang, a tenté d'attaquer le réalisateur. Coppola, au lieu de s'arrêter, a continué de filmer l'effondrement nerveux de son acteur. Peu après, à cause de la chaleur extrême et de la consommation d'alcool et de drogue, Sheen a fait un infarctus massif en pleine jungle. Il a dû ramper sur 1 kilomètre pour demander de l'aide et a reçu l'extrême onction dans un hôpital de campagne. Quand Coppola l'a appris, il a fait une crise d'épilepsie. Il a interdit que l'on utilise le mot infarctus dans toute communication officielle. La version envoyée à la presse et au studio fut que Sheen souffrait d'un épuisement sévère dû à la chaleur. Tout cela pour éviter que le tournage ne soit annulé. Mais le climat ne fut pas plus clément. Le typhon Olga a rasé tous les plateaux, détruisant des décors de millions de dollars et laissant l'équipe piégée dans la boue pendant des semaines. Coppola, au bord de la faillite et ayant hypothéqué ses propriétés pour terminer le film,
a fait une dépression nerveuse et a menacé de se suicider à 3 reprises. Il a perdu 45 kilos durant le processus. Le chaos a atteint son apogée avec l'arrivée de Marlon Brando. Il a empoché $1 million d'avance, mais est arrivé sur le plateau avec un surpoids énorme, plus de 130 kilos, alors que son personnage devait être un soldat émacié, et sans avoir lu une seule page du scénario. Coppola a dû le filmer presque toujours dans l'ombre, pour cacher son ventre, et passer des journées entières à lui lire le livre à haute voix, pendant que Brando improvisait des dialogues incohérents. Mais le plus macabre, et que presque personne ne sait, c'est que dans certaines scènes, d'authentiques cadavres humains ont été utilisés. Le responsable des accessoires les avait achetés à un fournisseur qui s'est avéré être un pilleur de tombes. La police philippine est intervenue sur le plateau, a confisqué les corps et a retenu les passeports de toute l'équipe jusqu'à ce que l'origine des défunts soit clarifiée. Au point culminant du film, on voit le sacrifice d'un buffle à coups de machette par une tribu locale. Coppola a filmé un véritable sacrifice rituel. La tribu Ifugao, qui travaillait comme figurante, allait de toute façon tuer l'animal pour une cérémonie, et Coppola a décidé de poser les caméras. Ce fut une boucherie authentique qui causerait aujourd'hui la fermeture immédiate de n'importe quel studio pour maltraitance animale. Et avec raison. Au final, il a accouché d'un chef-d'œuvre, mais le prix à payer fut de brûler vive toute une production. Comme l'a dit Coppola lui-même en présentant le film, « Mon film ne porte pas sur le Vietnam. Mon film est le Vietnam. » Nous arrivons au numéro 1 avec La folie définitive de Werner Herzog et Klaus Kinski, Fitzcarraldo. Ici, nous ne parlons pas d'un tournage extrême, nous parlons d'une guerre civile, avec des attaques de flèches, des amputations à la tronçonneuse et une offre réelle d'assassinat. Le principe était qu'un homme devait faire monter un bateau à vapeur au sommet d'une montagne. N'importe quel réalisateur sensé aurait utilisé des maquettes, mais pas Herzog. Il a fait construire 3 bateaux identiques, et le principal, de 320 tonnes, a été hissé en haut de la montagne, par des centaines d'indigènes, utilisant uniquement des poulies et la force brute. L'ingénieur en chef a démissionné, terrifié. Ce n'est pas du cinéma, c'est un meurtre de masse. Si un câble casse, les poulies couperont 50 personnes en 2. Herzog a ignoré l'avertissement et a continué. Le tournage s'est déroulé dans une zone frontalière, entre le Pérou et l'Équateur, en plein conflit armé. Le premier campement a été incendié par des tribus locales, et 2 travailleurs ont été touchés par des flèches, l'un à la gorge et sa femme à l'abdomen. Tous 2 ont survécu par miracle après des chirurgies d'urgence au milieu de la jungle. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là. Un figurant a été mordu par un serpent mortel, et, sachant que la gangrène le tuerait en quelques heures, il s'est amputé lui-même le pied à la tronçonneuse sur place pour stopper le venin. À l'origine, les protagonistes étaient Jason Robards et Mick Jagger. Après avoir filmé 40% du film, Robards a contracté la dysenterie, et Jagger est parti en tournée avec les Stones. Herzog, au lieu de renoncer, a brûlé toutes les images et a appelé son cher ennemi, Klaus Kinski. Le budget a doublé, et la santé mentale d'Herzog s'est brisée. La fureur de Kinski sur le plateau était si insupportable que les chefs de la tribu Machigenga se sont approchés d'Herzog avec le plus grand sérieux et lui ont proposé d'assassiner l'acteur. Herzog, bien qu'il le haïsse, a refusé l'offre car il avait besoin de terminer le film. Mais il a admis que ce fut une réelle tentation. Le défi final fut l'ingénierie de la mort. Pousser le bateau sur une pente à 40 degrés. Le risque que les câbles décapitent les dizaines d'hommes qui poussaient était constant. Il y a eu des accidents terribles. Un travailleur est mort écrasé. Un photographe s'est brisé les côtes et un petit avion s'est écrasé, laissant plusieurs membres de l'équipe avec des paralysies permanentes. Au final, le bateau est monté en haut de la montagne. Mais Herzog a admis que le tournage lui avait volé son âme. Ses mots en terminant furent « Je n'aurais pas dû faire ce film. Je devrais être dans un hôpital psychiatrique. » Et il a tout à fait raison. Si vous avez aimé cette descente aux enfers du 7e art, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires. Pensez-vous qu'un chef-d'œuvre justifie de mettre en péril des vies humaines ? Ou bien ces réalisateurs auraient-ils dû finir en prison ?